Alors, moi, mon intérêt pour la question sur laquelle on va essayer d'exposer, sur laquelle on va essayer de débattre, c'est parce que ça se trouve au niveau d'un croisement de trois préoccupations que j'ai. La première, c'est que je m'intéresse à la question migratoire, notamment l'immigration des familles maghrébines venues en France. Et j'ai fait une thèse, un doctorat sur cette question-là il y a plus de 10 ans. J'enseigne l'interculturel à la Sorbonne, à des masters qui s'orientent vers les projets culturels et l'international et à qui j'essaie de sensibiliser à la question des malentendus entre les cultures, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement sous l'angle psychologique mais également anthropologique, ces zones de sensibilité interculturelle où les gens parfois ne peuvent pas s'entendre, où il y a des clashs, où il y a des rejets, etc., notamment les croyances, les religions. Et j'enseigne aussi à l'Université Pierre et Marie Curie, à des licences, qui s'orientent vers le métier de professeur des écoles, et j'enseigne la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Mais pas au niveau interculturel, mais au niveau, je dirais, basique de la psychologie freudienne, cognitive, etc. Je leur donne des bases pour qu'ils puissent s'orienter par la suite, parce qu'ils feront un master l'année prochaine, et ils s'orientent vers ce métier. Et donc la question de la psychologie de l'enfant est très importante quand on a affaire à des petits-enfants. Cette question est très récente. Alors, je ne suis pas experte, je m'y intéresse. Et c'est vrai que ce problème a émergé il y a depuis 3 ans, et notamment, comme dit Jacques, la plus aujourd'hui experte en la matière et qui intervient un peu partout, et sur lesquelles je me suis un petit peu positionnée pour dire ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est Dunia Bouzar, donc anthropologue, éducatrice, et qui s'intéresse, qui travaille sur la question religieuse, sur le fait religieux, et qui s'intéresse depuis quelques années, vu à ce phénomène qui ne cesse de prendre, je dirais, de l'expansion. Alors, j'aimerais souligner qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre l'islam, bien sûr, une religion qui rassemble plus d'un milliard de personnes, avec des musulmans orthodoxes qui appliquent de manière stricte la religion. Il y en a un peu partout dans tous les pays, avec des manifestations aujourd'hui religieuses qui associent le sectarisme et la violence, et qui se basent sur la religion avec un but de vouloir imposer leur loi au niveau non seulement d'un pays ou d'un territoire, mais au niveau du monde. Donc les questions que je voudrais donner, c'est qui sont-ils, ces jeunes adolescents, notamment, parce qu'il n'y a pas que des adolescents, notamment, pourquoi partent-ils, comment sont-ils approchés par les réseaux djihadistes, est-ce que leur retour est possible, comment les parents gèrent cette situation, et quelles mesures en France et dans les pays européens, parce qu'il n'y a pas que seulement en France, ça se passe au Danemark, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, et notamment bien sûr dans les pays du Maghreb et d'Afrique, bien qu'on n'en parle pas encore. Alors, qui sont-ils? D'après l'ouvrage de Alain Rodier et que Jacques, qui a été rapporté par Mediapart, il y aurait environ 12 000 Européens depuis 2011. Je ne sais pas, parce que ce monsieur est un criminologue, il travaille sur la question géopolitique. Moi, j'ai entendu des chiffres un peu plus modestes, 2000, 900, 250, voilà. Tout ça est un brouillard aujourd'hui, on ne sait pas exactement s'ils sont européens, s'ils sont... voilà, on n'est pas très au clair avec cette question des chiffres aujourd'hui. Et bien sûr, chacun avance des hypothèses en fonction de l'orientation que la personne a. Bien sûr, les géopoliticiens vont plutôt grossir et travailler sur la question des jeunes qui partent, alors que Nadia Bouzar, elle travaille beaucoup plus sur la question des adolescents. Donc on est plus, et d'une manière beaucoup plus qualitative. Donc on n'est pas dans les mêmes orientations. Alors, ce départ concerne l'enseignement des adultes, des mineurs, filles et garçons, des couples avec enfants, récemment des familles. Une famille de 11 personnes est partie, il y a bientôt, enfin, il y a 1 mois. Ils disent tous vouloir accomplir le djihad contre les impies. Donc les impies, c'est les non-musulmans, c'est les musulmans non pratiquants, et c'est les chiites, parce que ce groupe se reconnaît dans un mouvement sunnite et pas chiite. Donc vous connaissez, je pense très bien, dans la religion, il y a 2 grandes tendances. Il y a les chiites et il y a les sunnites. Les chiites, c'est l'Iran, il y a un peu plus éparpillé, Liban, Yémen, etc. C'est beaucoup plus l'Iran.
Donc c'est une scission qui existe depuis 13 siècles, qui continue encore à alimenter la géopolitique du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que si on va en Syrie, Bachar el-Assad est un chiite et la majorité est sunnite. Si on va au Liban, il y a un peu plus de communautés multiples. Voilà. Donc cette question aussi est assez importante parce qu'il y a aussi des scissions entre les communautés qui sont sur place. Alors, pour M. Rodier, il dit que les jeunes qui partent, lui il parle des jeunes, il ne parle pas des adolescents, ils disent que ceux qu'il a suivis, certains sont psychologiquement fragiles, mais la plupart sont entre guillemets normaux. Donc ce sont des personnes tout à fait, je dirais, stabilisées. Certains vivent en foyer et ont commis des actes de petite délinquance, mais la plupart sont des personnes bien intégrées, qu'ils soient français ou qu'ils soient français d'origine, je dirais, immigrés, Afrique, enfin, surtout Maghreb. Et la plupart, ils ont des familles qui sont de la classe moyenne. Donc on n'a pas affaire à des petits délinquants, on a affaire à des jeunes qui prennent la décision de partir. Alors pourquoi partent-ils? Alors pourquoi partent-ils? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce phénomène touche pratiquement 70% de familles athées, d'après les chiffres de Loulia Bouzard. Elle dit que 70% de ces personnes, plutôt des adolescents qui partent, appartiennent à des familles athées, 30% sont de confession chrétienne, juifs et musulmane. Donc à peu près 20% de confession musulmane, 10% de confession catholique. Alors, concernant les adolescents sur lesquels elle travaille, moi je voudrais dire qu'on saurait assez insister sur le fait que si c'est des adolescents qui partent, nous sommes dans une phase pour eux, dans une construction identitaire. Donc ils sont très fragiles, je dirais, psychologiquement. Une phase dans la vie où ils s'entremêlent des comportements, alors je vais prendre des mots un peu psychologiques, des comportements d'identification à des modèles. On peut s'identifier à Zidane, on peut s'identifier à un dealer, on peut s'identifier, mais on peut aussi s'identifier à des personnes qui, je dirais, sous emprise manipulation, vont leur dire votre rôle n'est pas d'être ici, mais d'aller vous battre à côté de vos frères et des peuples opprimés. Donc cette phase de l'adolescence, je dirais, est très importante à prendre, je dirais, de mettre l'accent dessus, parce que c'est une phase très 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 fragile. À l'adolescence, l'adolescent est à la recherche d'un sens à donner à sa vie, parce qu'il est dans une phase d'opposition à ses parents, à la société, etc. Il cherche un nouveau sens. Parfois, il ne prend pas ceux de ses parents. Il veut donner sa vie à des causes politiques, religieuses, humanitaires. D'une façon générale, ce qu'on dit, c'est que l'adolescent cherche des uniformes à porter. Il veut être médecin, il veut être prêtre, il veut être... Donc c'est une phase de choix, et c'est vraiment un tournant très important pour les adolescents. Donc ce n'est pas neutre que des mouvements, je dirais, bien organisés s'orientent vers les jeunes adolescents, parce qu'ils savent que là, il y a une fragilité identitaire. Alors, il y a eu Mera il n'y a pas longtemps, et Mera aussi est un modèle pour eux. D'après la mère des militaires tués, elle disait qu'elle a fait un tour dans le quartier où a vécu Mera, et beaucoup de jeunes de tout âge, de jeunes adolescents, s'identifiaient à Mera en disant que c'était un garçon, c'est un homme qui a été courageux, il a osé s'attaquer à la France. C'est vrai qu'à la base, il y a ce contentieux, je dirais, alors on peut émettre plusieurs hypothèses, on peut dire que l'intégration a été ratée en France pour les populations venues, je dirais, immigrées. On peut dire aussi que parfois les familles ont été peut-être des missionnaires. Bon, disons, là on sera dans une approche sociologique, bon, ce n'est pas le but dans cette présentation. Mais c'est vrai que travailler sur cette question-là est assez important aussi pour savoir pourquoi ces jeunes s'orientent vers, je dirais, vers le djihad et partent. Alors, au niveau des mécanismes qui sont en jeu psychologiques, c'est chez jeunes, on leur dit que
c'est une cause juste de partir. C'est la recherche d'une vérité. Il y a aussi ce qu'on appelle le narcissisme de l'adolescent. À cet âge-là, il se croit être l'élu, le sauveur, celui qui va sauver le monde. Donc on appuie un peu sur tous ces leviers pour pouvoir, je dirais, l'amener à prendre la décision et à être en accord avec ce qu'ils disent. Les psychologues connaissent très bien, et surtout les Américains, connaissent très bien dans les sciences du comportement, ce que c'est la manipulation mentale. Donc, il y a tout un processus. Je voudrais tout à l'heure vous en expliquer un petit peu comment procèdent les mouvements djihadistes. Alors, par qui sont-ils approchés? Par qui? Comment et par qui sont-ils approchés? Troisième question. Il y a, comme dit, je ne sais plus lequel qui avait dit ça, on parle d'un cyber-djihad. Tout se passe sur Internet. C'est Facebook, c'est les réseaux, c'est YouTube. C'est un contact virtuel. Les adolescents, à cet âge-là, c'est très à la mode avec Facebook, ils cherchent à se faire des amis. Et ils ont, je dirais, des milliers d'amis sur Facebook. Et c'est comme ça qu'ils sont approchés. Ce n'est pas suffisant parce que c'est suivi par la suite avec des rencontres physiques. Une fois que le contact virtuel est fait, il y a aussi, je dirais, le contact physique où des personnes approchent cet adolescent. Alors, il y a 10 ans, moi j'avais travaillé sur cette question des familles qui étaient dans une cité d'Île-de-France. J'avais déjà observé ces questions et des mères me disaient, lors d'une enquête, me disaient qu'elles avaient peur pour leur fils. Parce qu'ils allaient à la mosquée et ils étaient plus ou moins, ils étaient l'objet d'un lavage de cerveau. Et elles avaient peur pour leur garçon. Et il y a déjà 15 ans que ça. Donc c'est pas récent. Mais c'était au niveau des mosquées. Aujourd'hui, les mosquées n'ont rien à y voir. Les adolescents ou les jeunes ne sont pas recrutés par le biais des mosquées, parce que les mosquées aujourd'hui sont surveillées. Il y a des imams, qui sont, je dirais, désignés par l'État, etc. Donc ce n'est plus les mosquées aujourd'hui, c'est bien, je dirais, les réseaux Internet. Alors, comment ils procèdent? Personnellement, j'ai essayé de voir quelques cas et j'ai identifié plusieurs étapes. La première, c'est l'approche. Je vous donnerai après des cas, plutôt pour illustrer. La première, c'est l'approche sur les contacts des réseaux sociaux. Alors, on détecte les jeunes, les adolescents, parfois aussi les jeunes, plutôt fragiles, en demande d'amis, qui racontent, vous savez, c'est très bien sur Facebook, tout le monde raconte ses problèmes, surtout les jeunes. Ils disent tout, ils montrent des photos. Tout se passe sur le net. Et ces jeunes-là racontent leurs problèmes. Je vous parlerai tout à l'heure du cas de Léa, dont le témoignage est paru il y a quelques jours sur les Nouvelles Obs, où elle racontait en fait comment tout ça s'est passé. La deuxième, c'est la phase de discussion. On discute avec le jeune et on travaille sur la culpabilité de la personne. Comme disait Jacques tout à l'heure, on essaye de lui dire, toi tu vis en France, tu as tout ce qu'il faut, regarde, tu as des personnes qui meurent, tu as des enfants qui ont été tués en Syrie, etc. Donc là, on travaille sur cette question de la culpabilité. Et l'adolescent se sent coupable de lui de vivre bien, alors que d'autres sont en train de mourir. La troisième, c'est la phase de la conversion. Donc, on demande aux jeunes de se convertir à l'islam et donc de porter un prénom musulman. À ce moment-là, le fait que le jeune porte un prénom musulman, ils sont contactés par plein d'une communauté qui très vite repère et ils parlent bien sûr religion, ils s'échangent des vidéos YouTube sur comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, comment il faut croire, etc. Et une autre phase qui vient après, une fois que le jeune est bien, je dirais, bien manipulé, bien moulé, on lui demande de quitter la France. Et on lui débrouille des papiers et un passeport. Et donc là, à ce niveau-là, il y a prise de contact avec des personnes qui sont présentes en France. Dans cette mission, on leur demande de prendre des photos, de se grimer, de se friser les cheveux si souhaité, de colorer les cheveux, etc. Et on leur établit en échange d'argent, bien sûr, de façon qu'ils puissent quitter la France et aller rejoindre. Donc il y a des passeurs. Ce n'est pas quelque chose qui survole dans les réseaux sociaux. Il y a quand même toute une organisation qui est derrière, je dirais, cette opération, je dirais, de recrutement.
Alors, en cas d'échec, on leur demande d'essayer de jouer le double jeu, hein, et de ne pas montrer qu'ils appartiennent au mouvement, et que généralement, on finit par leur demander ça ne s'est pas passé, parce qu'il y a eu plein d'arrestations, de commettre des attentats en France ou ailleurs. Ça se passe en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Alors, je voudrais parler plutôt de cas qui a été abordé dans le de Léa. Mais il y a eu ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sabrina, qui, elle, c'est son mari qui a pris sa fille de 1 an et demi, qui l'a amenée au diable. Elle l'a récupérée il n'y a pas longtemps. Il y a eu également 2 jeunes Toulousains, et ils sont revenus grâce au père de l'un d'eux qui n'a pas interrompu le dialogue avec son fils. Et il y a même pas 3 semaines, une famille de 11 personnes qui est partie, dont 2 couples avec enfants et une grand-mère. Donc, les choses s'accélèrent. On n'a pas simplement affaire à des adolescents et des adolescentes, on a affaire à des familles, à des adultes, à plein, de formes, hein, au niveau structurel, au niveau familial. Alors, si je prends le cas des filles, hein, selon, et c'est des filles mineures, entre 14 ans et 18-19 ans, selon le Nabouzard, le profil qu'elle en a établi, parce qu'elle a suivi environ 120 familles, hein, avec lesquelles elle a essayé de retirer un peu, je dirais, un profil de ces filles. Elles appartiennent tous à la classe moyenne, généralement aisée. Et comme je vous disais tout à l'heure, les 3/4 sont dans des familles généralement sans spiritualité ou sans religion. Quand elles sont repérées, on dit d'elles qu'elles sont vierges d'islam, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune connaissance sur la question spirituelle ou sur la question de l'islam, à savoir qu'elles découvrent l'islam. Peut-être que si vous avez affaire à des adolescents qui sont déjà intégrés dans une culture, sans dire pratiquante, mais dans une culture où les parents leur donnent des valeurs, peut-être que je dirais ils seront peut-être moins influençables, peut-être, hein, c'est pas sûr. Mais c'est vrai, comme dit Jacques, on se rend compte, il y a aussi des sociologues qui ont travaillé sur ça, c'est pas simplement sur cette question, sur d'autres préoccupations, que peut-être l'Occident, je dirais que peut-être la France aussi, a un manque de repères au niveau spirituel, mais c'est pas une question, je dirais, d'application, je dirais, ou de praticabilité de la religion, c'est une question de repères. Autant des racines des enfants s'ils viennent d'ailleurs, autant qu'est-ce qui a fait, je dirais, l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Alors, quelles sont des filles, quand on les repère sur Internet, on dit elles sont généralement avec bien tristes. Et la plupart ont été touchées, énormément touchées par la mort des enfants. C'est comme ça qu'on veut tous faire des métiers dans l'humanitaire, infirmières, aider ses enfants. Généralement, les filles, c'est de l'humanitaire, les garçons, c'est quelque chose de combat. Mais quand elles arrivent sur place, généralement, elles sont mariées. Parfois, elles sont déjà mariées en France, avec son contexte spirituel, et parfois, c'est sur place. Dès qu'elles arrivent, elles sont mariées, des jeunes sur place. Et généralement, elles sont orientées pour rester au ménage. Hein. Quand il y a des envies de vouloir partir, on les fait tomber enceintes. Donc il y a des viols, pour qu'elles tombent enceintes et qu'elles restent là. Et généralement, mis à part le ménage, elles gardent les femmes otages. Donc elles n'ont pas, je dirais, les mêmes tâches que ceux dévolus aux hommes. Le cas de Léa, donc Léa c'est le témoignage qui est paru là sur le Nouvel Obs. Donc Léa est une jeune adolescente de 15 ans. Elle est bonne élève, choyée par ses parents, de nature douce et introvertie. Donc, une certaine fragilité, une certaine timidité. Quand elle s'est mise sur Internet, elle a dit qu'elle souhaitait faire un métier d'infirmière. Donc, à partir de là, il y a eu des gens qui l'ont contacté pour discuter de tout ça, de ses envies. Sa famille est de classe moyenne, une très belle maison, comme pas mal, je disais, athée, sans confession religieuse déclarée. À son niveau, elle, un mal-être, un désir de se confier, d'avoir des amis.
quand elle a été arrêtée en France, elle a été arrêtée au moment où elle se préparait à commettre un attentat. Et ce sont ses parents qui se sont rendus compte de son comportement, qui lui ont donné l'alerte. Donc, à ce niveau-là, elle avait dit qu'elle avait changé la vie, mais très vite, ses psychologues, ses éducateurs, ses parents se sont rendus compte qu'elle avait un double comportement, c'est-à-dire un dédoublement comportemental. Et d'un côté, elle disait aux gens qui l'entouraient qu'elle est revenue à la raison, qu'elle elle reprenait une vie normale, elle allait à l'école, et de l'autre côté, elle restait connectée et en lien avec les personnes. Et donc, elle avait continué, et c'est elle qui le disait par la suite, elle avait continué à vouloir réaliser son objectif de vouloir faire un attentat en France. Il y a eu ce qu'on appelle un désendocrinement, qui a l'air d'avoir porté ses fruits. Moi, j'ai quelques doutes parfois. Et elle s'est dit, disons, éloignée de cet objectif. Elle a pu réaliser que ce qu'elle allait faire était loin de l'objectif initial, qui était celui de faire de l'humanitaire. Alors, par une journaliste qui avait mené une enquête en Syrie sur ces jeunes-là, je pense qu'en France, ça doit être la même chose. Ce qui est les caractéristiques, c'est qu'on trouve dans ces groupes une communion d'esprit. Des gens qui se sentent appartenir à ce groupe-là. Généralement, la personne qui avait fait cette enquête disait que ce qui les aidait à communier ensemble, c'est la lecture de versets jusqu'à en verser des larmes. Donc il y avait cette communion d'émotions qui fait qu'ils se sentaient appartenir à la même communauté. Alors ils disent défendre le vrai islam jusqu'à la mort, jusqu'au martyr. Une vie d'ascète, c'est-à-dire sans chansons, sans musique, vraiment un ascétisme complet, et qui était contrôlé par une police des mœurs. Ils étaient opposés à tout ce qui était, je dirais, caractère libéral occidental. Par rapport aux autres jeunes qui étaient là-bas, parce qu'il n'y a pas que des jeunes venus de France, et la plupart qui venaient de France ou d'Europe ne parlaient pas l'arabe, donc ils étaient très mal vus par les autres. Les autres qui venaient du Moyen-Orient ou du Maghreb étaient beaucoup plus, je dirais, à même d'aller faire des choses beaucoup plus... Il y avait plutôt une méfiance vis-à-vis des jeunes qui venaient de France ou d'Europe, parce que pour eux, ce n'était pas vraiment des vrais croyants. Et ils étaient généralement, ils avaient des rôles surtout de surveiller les otages qui étaient pris, ou alors envoyer en mission, en commando, ou faire des kidnappings. Ils ne participaient pas directement à la guerre. Alors, est-ce que le retour est possible ? Alors, soit le retour se fait du propre gré de l'adolescent, je parle toujours des adolescents, parce que sur place, ils se rendent compte que ce qu'on leur a raconté n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé. On est un peu dans un parallèle entre ce qui est imaginé et la réalité. Et donc, généralement, ils sont déçus, délusionnés, et ils reviennent généralement. Parfois, ce sont les parents qui gardent le contact avec eux par téléphone, et bien sûr, qui jouent un rôle, je dirais, de pouvoir les ramener à la raison. Alors, certains d'autres se confirment leur choix et restent sur place jusqu'à mourir. Et nous avons le cas de Adèle, qui a été raconté par Lumière Bizarre dans son ouvrage « Ils cherchent le paradis et ils ont trouvé l'enfer ». Alors Adèle, avant de partir, a laissé un mot à ses parents. Elle leur a dit « Quand tu liras ces lignes, je serai loin, je serai sur la terre promise, le Cham ». Le Cham, c'est le pays du Levant. En sécurité, parce que c'est là-bas que je dois mourir pour aller au paradis. Donc certains vont jusqu'au arc-boutisme, il n'y a pas possibilité de pouvoir les faire revenir et les faire réfléchir. Adèle est une fille des parents aisés, ses parents sont enseignants, sa mère est enseignante, son père psychanalyste, et ils n'ont jamais vu quoi que ce soit dans son comportement qui aurait pu les alerter. Alors, que faire ? Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe en France, quelles sont les mesures. Le Danemark, le Royaume-Uni et le Maghreb aussi. Donc, après on pourra peut-être ouvrir le débat sur ces questions-là. Donc en France, il y a un renforcement de l'arsenal antiterroriste, il y a une plateforme de signalement, il y a un numéro vert.
Et il y a une interdiction administrative de sortir du territoire pour les mineurs. Bien sûr, je pense que les services travaillent pour bloquer certains sites internet auxquels ont accès les jeunes adolescents. Alors au niveau de la prise en charge, il y a eu la création d'un centre. Alors c'est un centre qui s'appelle le CPDSI, c'est le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Et c'est ce centre qui actuellement prend en charge les adolescents, et dans lequel travaillent plein de gens, dont Dounia Bouzar. C'est une prise en charge, je dirais, psychologique, un accompagnement. Et ce qui est intéressant d'après Dounia Bouzar, c'est qu'elle met en présence de ce jeune adolescent, un jeune qui est déjà parti, qui est revenu, et qui lui raconte la vraie version de ce qu'il a vu là-bas. C'est une façon de le mettre face à la réalité. C'est-à-dire que beaucoup imaginent partir avec des idées apprises, sauver les enfants, les peuples sont opprimés, etc. Et donc quand elle raconte quand un jeune de son âge, ou une jeune de son âge, qui a été, entre guillemets, sauvé, vient raconter cette histoire, beaucoup, je dirais, changent d'avis et donc ne partent pas.